Bonjour et merci à toutes. Là, cette fois, je ne vais pas être obligée de dire tous et toutes. Je vais pouvoir dire toutes. Je vais donc parler au féminin. D'être là avec nous cet après-midi. Je ne vais pas faire une longue introduction comme à la première table ronde et j'espère qu'il n'y a pas trop de personnes nouvelles. Bon, je vais me présenter quand même en 2 mots. Je m'appelle Maud Raffray. Je suis activatrice d'égalité femmes-hommes. Donc en gros, j'accompagne des structures culturelles sur tous leurs projets, démarches, chantiers petits ou grands liés aux enjeux d'égalité des genres dans leur structure. Donc toute discipline confondue. Je ne suis pas spécialiste en particulier de la musique, par exemple, même si c'est un secteur dans lequel je travaille beaucoup. Je remercie encore une fois Nathalie Negro de m'avoir invitée à animer ces 2 rencontres. Et donc tout à l'heure, on a échangé sur les responsabilités et les leviers d'action qui étaient à la disposition des établissements d'enseignement artistique pour faire enfin basculer le monde des arts et de la culture du côté de la force lumineuse, du côté lumineux de la force, je vais le dire comme ça, c'est-à-dire celle de l'égalité des genres. Et ce deuxième temps que vous avez concocté avec l'association Piano & Co est destiné à faire la part belle au travail et aux expériences engagées et concernées de 4 artistes talentueuses qui sont donc, quand je dis engagées et concernées, sur évidemment la question qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire celle de la place des femmes dans leur art et plus généralement de la place des femmes dans la société. Alors, j'ai le plaisir d'animer cette rencontre qui réunit aujourd'hui, je vais commencer par ma gauche, Opal Mirman, qui est plasticienne. Ensuite, Edith Amselem, metteuse en scène de la compagnie Erdo Compagnie. C'est ça. Nathalie Negro, que je ne présente plus, pianiste et surtout maintenant directrice artistique de l'association Piano & Co. Et enfin, comme pour la première table ronde, nous avons ici Reine Pratt, donc ancienne inspectrice générale au ministère de la Culture, qui a produit de nombreux rapports, enfin 2 rapports très importants sur le sujet des inégalités de genre au sein des arts et de la culture en 2006 et 2009, et qui vient de sortir l'année dernière un essai intitulé « Exploser le plafond précis de féminisme à l'usage du monde de la culture », que je ne saurais que trop recommander, qui se lit en pas longtemps. On y rit, on est agacé, mais on y rit aussi. Il est à la vente ici, c'est super. Et donc, il est publié aux éditions Rue de l'Échiquier dans une collection qui s'appelle « Les Incisives » et ça lui va très bien. Alors, toutes les 4, là, en partant de mon côté, vous êtes réunies cet après-midi parce que vous partagez le fait d'être des artistes, d'être des femmes, et que vous incarnez des voix, je dirais VOIES et VOIX, des voix d'engagement dans votre travail autour de la place des femmes et ou des questions de genre. Alors, on va aller droit au but. Aujourd'hui, comment s'exprime votre engagement dans votre création et plus largement dans votre façon de mener votre barque professionnelle ? Comment décririez-vous concrètement cet engagement ? Et puis aussi, comment est-il reçu ou perçu par le milieu professionnel d'abord, mais aussi par le public et puis par vos proches ? Ça fait plusieurs questions d'un coup, je pourrais revenir dessus. Alors, je vais commencer avec celle qui est à côté de moi, Opal. Ouais, je vous passe le micro parce que celui-là a une meilleure... voilà. Bonjour. Moi, je suis jeune diplômée ça fait 3 ans que je suis diplômée des Beaux-Arts de Nantes. Donc, j'ai un jeune parcours, on va dire. Mon travail s'exprime beaucoup autour des questions de mythologie et du coup, avec beaucoup de personnages, que des personnages féminins. Donc, déjà, en termes de sujet, j'explore déjà cette partie-là. Et ce qui fait que du coup, mon travail parle essentiellement à des personnes s'identifiant comme femmes et du coup, je travaille presque essentiellement qu'avec des femmes. Donc, la vie a fait que ça, mais mon travail fait que c'est les personnes avec qui je travaille le plus. Et voilà.
Vous pouvez décrire peut-être un ou deux de vos projets récents ou en cours? Récemment, j'ai travaillé avec une jeune commissaire pour le Bel Ordinaire le Centre d'art de Pau. Pour j'ai tout un projet aussi, ça c'est peut-être le projet qui correspond le plus à cette question, où je travaille avec trois artistes qui sont Bridget Lowe, Delphine Reas et Lena Gaillot, sur un projet qui s'appelle Monstera et qui questionne qu'est-ce que c'est que faire de l'art qui est proche de l'artisanat. Moi, je travaille beaucoup avec de la céramique. Il y a aussi de la mosaïque et du tissage pour les autres artistes. Et qu'est-ce que c'est que de travailler avec ces matériaux-là dans le monde de l'art? Et qu'est-ce que c'est qu'être une femme artiste qui travaille ces matériaux-là? Et le projet s'appelle Monstera et c'est un projet à plusieurs volets d'exposition, de résidence et qui nous permet déjà de nous soutenir les unes les autres dans notre démarche et de pouvoir monter des projets un peu plus d'envergure en se soutenant les unes les autres. Et avec ce projet-là, on parle aussi du question d'intérieur et d'extérieur, parce que le Monstera, c'est la plante de l'intérieur et de l'extérieur. Et qu'est-ce que c'est que ces notions de corps féminin dans ces espaces-là, qui traversent les questions de la maison et voilà, donc ça, c'est le projet que je développe le plus en ce moment avec des collaboratrices qui me tient très à cœur. On reviendra sur comment vous êtes arrivé à ne travailler finalement aujourd'hui qu'avec des femmes ou presque, et pourquoi c'est problématique. Et on reviendra, et ça fera beaucoup écho avec la table ronde précédente, parce que Opal a pas mal de choses à témoigner sur son parcours au sein de l'école. Alors c'est pas l'école des Beaux-Arts de Marseille, mais peu importe en fait, c'est parce que je pense pas que vous ayez rencontré des situations particulières liées à une école en particulier. Je pense que c'est assez représentatif de ce qui peut se passer, mais je vais pas déflorer ça, on viendra là-dessus. Donc pour résumer, vous travaillez aujourd'hui beaucoup sur les questions de c'est quoi le corps féminin à partir de mythologie, et vous le faites avec beaucoup d'autres artistes femmes, en lien avec elles, en se soutenant, ça vous avez dit, et aussi en brouillant ou en floutant les frontières entre art et artisanat. Ouais, en tout cas, quand on travaille des matériaux comme la céramique, il y a quelque chose qui est lié à l'artisanat. Mais aussi, je travaille la performance, donc je mets mon corps aussi beaucoup en jeu et du coup en lumière. Et comme je travaille le corps, je travaille aussi des questions de rapport à la nudité. Et nudité dans l'espace public également. Enfin, en tout cas, des formes de nudité. Et ça aussi, ça vient vraiment appuyer ce rapport à rendre visible un corps féminin, mais qui a choisi d'être là en action par elle-même. Voilà. Merci Opal. Bon allez, on va faire dans l'ordre. Je vais pas trop innover pour cet après-midi. Edith, comment se manifeste aujourd'hui votre engagement dans votre création ? À travers les thèmes des spectacles que je décide de mettre en scène. En fait, quand j'ai commencé à mettre en scène, ça a été très tard, déjà. J'ai été interprète. Ça, on reviendra après. Ah, après ? Faut pas que j'en parle maintenant ? Non, cette fois-ci, j'ai décidé d'inverser. J'ai dit aujourd'hui, vous faites quoi ? Donc, ça fait 10 ans. De quelle manière ? Ça fait 10 ans que je suis metteuse en scène, que je me suis sentie légitime de devenir metteuse en scène. Donc en 10 ans, j'ai mis en scène 4 spectacles. Quand j'ai monté ma compagnie, j'avais un seul désir, c'était mettre en scène des textes du répertoire dans l'espace public. Donc dans des espaces non dédiés au théâtre, amener le théâtre à l'extérieur. C'était vraiment ça mon défi. Et au final, je me retrouve aujourd'hui à avoir mis en scène 4 spectacles féministes. Mais je n'avais pas choisi à la base de faire des spectacles féministes. Mais sauf que pour monter un spectacle, il faut vraiment une nécessité absolue, avoir vraiment envie de parler d'un thème. Et les thèmes qui m'animent, je pense, aujourd'hui, maintenant, avec le recul, je peux le dire, c'est que les 4 thèmes, en tout cas, qui m'ont animée aujourd'hui, concernent les femmes et leur place dans la société. Alors, le premier, c'était
c'était les spectacles qui sont venus résoudre des injustices que je constatais et j'avais envie de le partager avec le plus grand nombre. Donc le premier, c'est les liaisons dangereuses de Laclos que j'ai monté sur des terrains multisports sous forme de match homme-femme. À la vie, à la mort. Voilà, c'est l'endroit de la liberté sexuelle. Donc, et comment Laclos au XIXe siècle dénonçait des choses qui sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. Et bon, voilà, j'ai été la meilleure amie d'un couple de libertins et j'ai bien pu mesurer que le garçon était un don Juan pour le reste du monde et que la jeune femme était une salope pour le reste du monde. Et du coup, ça a été le constat de ça dans ma vie a nourri le désir de monter ce premier projet. Le deuxième, c'est plutôt la thématique de la femme bouc émissaire cumulée au mépris de classe. Donc c'est Yvonne, princesse de Bourgogne, de Gombrowicz, que j'ai montré sur des châteaux toboggans de cours d'école maternelle. Donc la cour du roi Ignace transposée dans la cour de récré, avec l'apprentissage du bien et du mal pour la famille royale comme pour les enfants dans la cour de récré. Et puis le troisième, c'est aussi venu de la vie de ma vie. C'était l'époque où ma fille quittait la maison et il était temps de la laisser partir, s'envoler, aller dans l'espace public toute seule et ça fait peur. Et en même temps, moi, j'avais envie de lui apprendre à être libre et à se défendre et à courir dans Marseille si elle avait envie à 2h du matin. Et à ce moment-là, je lisais King Kong Theory de Virginie Despentes. Et en même temps, j'ai découvert les versions du Chaperon rouge de la tradition orale. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est pas du tout le même message que Grimm et Perrault enseignent, puisque ce sont des contes d'avertissement pour jeunes filles rangées. Et qu'en fait, le conte, à la base, c'était un conte émancipateur qui enseignait aux jeunes filles l'audace et la liberté. En tout cas, qu'elles sortent, qu'elles aillent voir le loup et puis qu'elles se débrouillent en tout cas. Et Despentes, dans son bouquin, elle dit que lorsqu'elle a été violée, elle avait un cran d'arrêt dans la poche et qu'elle ne l'a pas sorti parce qu'elle a été éduquée à subir et non à se défendre. Et en fait, le choc de ces deux textes, je me suis dit, mais entre ma problématique personnelle et ça, en fait, il faut juste faire un spectacle sur comment éduquer les filles à sortir, à se défendre. Et du coup, j'ai monté ce Chaperon rouge dans la forêt, dans une ambiance un peu colantesque, où les femmes sont des guerrières et les mères et les grand-mères des machines à éduquer leurs filles à sortir. Et le dernier, que j'ai créé il y a 2 ans, il est aussi venu de la vie. Ça fait un peu écho à ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est que ma fille a passé le bac français. Et sur les 38 textes que son professeur lui proposait de présenter à l'oral, il y en avait seulement 4 qui étaient signés par des femmes, dont 3 poétesses du Moyen-Âge réunies sous le thème « Les femmes parlent d'amour ». Et ça m'a... Mais je suis tombée des nues, j'en revenais pas. Je pensais même pas que c'était possible, en fait. Et j'ai voulu prendre rendez-vous avec la prof de français. Ma fille n'a pas du tout voulu, donc il a fallu que je résolve quelque chose autrement. Et ça a été le début d'une enquête sur les femmes en littérature. Et la réponse la plus pertinente que j'ai trouvée à cette question, pourquoi il y a si peu de femmes sur les rayonnages des bibliothèques jusqu'au début du XXe siècle, c'est celle que Virginia Woolf développe dans Un lieu à soi, que j'ai monté en bibliothèque. Qui est un lieu à soi, puisque c'est la traduction qui a été choisie dans la dernière édition française, traduite par Marie Dariussec. Et elle a tout à fait raison d'ailleurs, puisque c'était room en anglais, et qui ne veut en aucun cas dire bedroom. Et en écoutant Opal parler, je me disais qu'il y a une deuxième chose que je mets en place aujourd'hui, de manière beaucoup plus consciente, c'est la constitution de mes équipes. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai décidé qu'à la Lumière, j'ai pris une femme pour le projet sur lequel je travaille. C'est-à-dire que la constitution de mes équipes, le choix des auteurs, il est vraiment... des autrices, il est vraiment... maintenant,
Enfin, c'est un long cheminement quand même, cette prise de conscience. Et c'est des choix que je m'impose. Enfin, c'est même pas que je me l'impose, c'est que c'est comme ça, quoi. Vous avez envie de faire ça comme ça maintenant? J'ai envie de faire ça comme ça. On va s'arrêter là pour le premier tour et je vais refaire un petit tour tout à l'heure. Nathalie, vous, aujourd'hui, bon, déjà, on est là à cause de vous. Donc, ça dit déjà. Mais je fais exprès de dire ça. C'est bon. Oui. Comment s'exprime votre engagement aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est ce que vous dites, quoi. C'est en étant tous réunis et ce projet-là que je suis, qu'on est en train de monter, ce projet européen, c'en est exactement l'engagement. Mais j'associe aussi la transmission et la création. Donc la transmission, c'est justement pour aider les jeunes. On en parlait dans la précédente table ronde, puisqu'on disait qu'eux, ils commencent à apporter les choses. Donc c'est sensibiliser les jeunes à l'invisibilité des femmes, et plus particulièrement des compositrices. Et ce projet aussi, c'est faire des commandes à des compositrices. Là, Evryssère est présente et on va faire une commande à Evryssère. Mais c'est tout en valorisant aussi avec les pays partenaires la diffusion du patrimoine musical. C'est-à-dire de faire découvrir du patrimoine musical et de le diffuser. Chez les compositrices, la difficulté, c'est la diffusion. Parce que chez les compositeurs, ils marchent beaucoup par réseau, et chez les femmes, c'est beaucoup moins par réseau. Voilà. Donc ce projet Musical Bounce Back, c'est vrai que c'est autour de la visibilité des femmes, avec la création et donc la transmission. Et mes précédentes créations, par exemple, j'avais fait un spectacle qui s'appelait 80 millions de vues. C'était croiser le slam et la musique, donc, et la forme opératique. Donc c'était le croisement des publics, mais le croisement aussi sur scène, et d'impliquer non pas des slameurs. C'était un groupe d'amateurs et d'amatrices, non pas d'impliquer des slameurs, mais d'impliquer des slameuses. Donc un groupe de femmes slameuses. Et l'idée, c'était aussi de changer un peu, on n'avait pas la prétention de changer cette image-là, mais dans la forme opératique, la femme, elle est souvent hystérique, folle, elle tue, ou on la tue. Et là, l'idée, c'était de trouver une héroïne vraie, réelle, qui existait donc, et qui était forte. Donc on s'est inspiré avec le librettiste d'une femme qui est Asma Mahfouz, une égyptienne. Donc on est parti du printemps arabe, et on est parti de cette héroïne qui avait diffusé sur le net des appels pour se retrouver sur la place Tahrir, et ça a fait un effet de boule de neige. Et c'était de montrer cette femme forte. Mais en même temps, au sein de ce spectacle, pour moi, ce qui était important aussi, c'était le lien avec l'héritage, puisqu'on avait mis dans l'opéra une grand-mère qui représentait une femme d'un certain âge, et Asma faisait réagir un peu la grand-mère, parce que c'est une nouvelle façon de faire. Voilà. Et il y avait aussi la figure du militaire. Enfin, voilà. Donc c'était vraiment de changer un peu cette place d'héroïne. Et je pense juste au livre de Catherine Clément, l'opéra ou la défaite des femmes, où justement elle dit chaque fois que dans l'opéra du 19e, ces femmes sont souvent victimes. Et une troisième création, je travaille beaucoup sur la musique répétitive, et j'ai croisé musique répétitive et fond d'écran de jeux vidéo. Et j'avais choisi de travailler avec une game artiste, parce que pareil, le milieu de la vidéo, c'est souvent des milieux masculins. Et là, c'était Isabelle Harver. Donc, on avait travaillé ensemble sur la quête, sur le nomadisme, mais vision femme, quoi. Et pareil, sur mes équipes, je les constitue aussi vraiment en fonction plutôt privilégier des femmes. Donc, en effet, je travaille régulièrement avec des femmes à la lumière. Aujourd'hui, c'est un mauvais exemple parce que c'est un garçon qui est régisseur, mais on essaie d'avoir des femmes régisseuses aussi. Sur le précédent projet européen et sur celui-ci, j'ai choisi de travailler avec une réalisatrice qui est présente aussi, qui s'appelle Anne Alix, qui a suivi, qui a fait un documentaire sur le précédent projet et qui va nous accompagner là sur ce nouveau projet où elle va faire différents portraits de générations de femmes.
Voilà, donc en effet, privilégier aussi la place des femmes. Et juste, je terminerai parce que je ne veux pas être trop bavarde, mais dans ce projet européen, on va travailler aussi sur la déconstruction du stéréotype des instruments genrés. C'est-à-dire qu'on va demander aux autres pays partenaires de favoriser des postes des instruments dits normalement masculins, de les mettre à plutôt de les proposer à des filles, par exemple la contrebasse ou voilà, des instruments comme ça, ou la trompette, où on voit en général une photo avec plutôt un homme qui interprète, et là d'inverser un petit peu. Voilà. Merci Nathalie, ça fait plein de choses sur lesquelles revenir, c'est parfait. Et c'était vraiment le souhait de d'abord commencer par votre travail en fait. Opal, vous n'avez pas un gros retour en arrière à faire, puisque comme vous l'avez dit, ça fait 3 ans que vous êtes sortie de l'école. Mais du coup, moi je voudrais savoir, en fait, mon idée maintenant c'est de comprendre en fait ce qui vous a amené les unes et les autres à vous exprimer dans la création de manière, je vais le dire de manière féministe en fait. C'est quoi votre histoire d'abord, parce que rien qu'en tant qu'artiste finalement vous faites partie d'une minorité, puisqu'on l'a vu tout à l'heure dans les chiffres, les femmes ne sont pas la moitié des artistes en France, quelles que soient les disciplines. Donc qu'est-ce qui vous a autorisé finalement à faire ça ? À quoi quand est-ce que vous avez désobéi pour suivre votre route ? Et puis c'était quoi votre parcours qui vous a amené à vous intéresser aux problématiques spécifiques du corps féminin Vous voulez que je parle de genèse Alors, je vais parler rationnellement. On a encore 3/4 d'heure devant nous. Vous êtes 4 à devoir vous exprimer, puisque je voudrais quand même aussi entendre Reine. Donc ça fait 45 minutes divisé par 4, ça fait à peu près de 10 minutes chacune. On va partir sur cette idée. Donc ça vous laisse le temps de vous raconter ce que vous voulez en 10 minutes. Moi, mon parcours, il s'est fait parce que je viens d'une ville qui s'appelle Sète et où la culture est, si ce n'est gratuite, peu chère. Et je viens d'un milieu social pas aisé du tout. Et c'était un peu les seules entrées avec ma mère qui m'a élevée toute seule, où on pouvait faire une activité pour pas trop cher. Donc c'est une ville où il y a beaucoup de culture. Donc moi j'ai toujours traîné, on va dire, dans le centre d'art de Sète ou au musée international d'art modeste. Et j'ai eu accès à des cours d'art plastique aux Beaux-Arts de Sète de mes 8 à mes 18 ans. Pareil. Donc c'est vraiment la question économique qui a fait que j'ai pu accéder c'est comme ça. Pas grave. J'ai pu accéder vraiment au monde de l'art. Et du fait est que j'ai pas grandi avec de l'argent, rentrer dans un milieu où je n'aurais pas d'argent, ça n'a pas changé ma vie. Et c'est une vraie donnée parce qu'aujourd'hui, j'ai pas changé mon niveau de vie. C'est toujours merdique. Et ce qui fait que j'ai pas de pression familiale pour d'avoir fait des études qui ne me rapportent pas d'argent. Et c'est une vraie donnée pour moi. Donc bon, j'ai l'espoir que ça aille de mieux en mieux, hein. Mais du coup, ça a fait que j'ai pu rentrer aux Beaux-Arts en tout cas avec le soutien de ma maman. Et à partir de là, moi, j'ai été élevée par des femmes. Et j'ai toujours eu plus d'intérêt pour les histoires et les narrations des femmes. Et aux Beaux-Arts, ça s'est confirmé jusqu'à aujourd'hui. Et d'avoir grandi aussi dans des endroits où il y a des fortes narrations folkloriques aussi, de fêtes, qui majoritairement tenues par des hommes. Ça m'a permis aussi de remettre en question... justement par le biais du féminisme, ces histoires-là dont j'étais témoin.
Et voilà, donc à partir de là, c'est parti, quoi. Puis bon, surtout les rencontres aussi, on en a beaucoup parlé. Oui, bah justement, on va partager un peu quand même parce que c'était une conversation très intéressante, mais elle n'était qu'entre vous et moi. Moi, je voudrais revenir peut-être sur l'expérience École des Beaux-Arts parce que j'avais retenu plusieurs choses, c'est-à-dire que vous avez votre rencontre avec l'art, elle est aussi avec une certaine forme d'art, peut-être un peu plus éloignée qu'ailleurs des codes académiques ou conceptuels, théoriques, assez exigeants sur ce plan-là, mais plutôt du côté de l'art modeste et que ça a été un peu potentiellement un peu brutal. Et aussi votre expérience de départ à Montréal, ou qu'est-ce que ça vous a, sur quoi ça vous a ouvert. J'aimerais bien aussi que vous me parliez vous nous parliez de cette expérience du diplôme aussi, avec ces histoires un peu cloisonnées entre différentes options, et que vous étiez un peu à cheval, et comment pendant votre oral vous avez été interrogé et testé sur votre positionnement féministe par les profs, et puis aussi l'ambiance générale de l'école où vous interrogiez, et je trouve que ça fait résonance avec ce qui a été dit avant sur le positionnement des profs parfois. Ça fait beaucoup de choses. Ouais. Alors, tout d'abord, on va dire que oui, il y a donc le fait de venir de Sète, justement, et donc il y a ce rapport-là avec l'art modeste, en tout cas de penser l'art qui est d'une façon beaucoup plus populaire, et du coup d'emprunter ces codes-là pour faire un art moins élitiste. Et puis bon, voilà, venant d'une famille qui n'est pas du tout dans le milieu culturel, moi j'ai toujours tenu à ça. Du coup, j'ai souvent et toujours encore proposer des formes, en tout cas plastiquement assez colorées, voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on me ressort beaucoup. Parfois on me dit c'est coloré. Voilà, que ça veut dire quoi. Comme si ça délégitimait vraiment ma pratique. Et du coup, voilà, de changer aussi de région, arriver à Nantes, j'ai eu quand même une école quand même qui, je trouve, pousse à aller dans les personnalités des élèves quand même. Je me suis sentie assez libre là-dedans. Mais oui, donc je suis partie. Mais voilà, donc c'est l'école des Beaux-Arts. Je suis partie en échange à Montréal, dans l'université de Concordia en Fine Art. Et à ce moment-là, d'un seul coup, on me parlait d'artistes et de femmes et artistes vivantes, qui était quelque chose dont on me parlait peu, à part... voilà, ça s'arrêtait beaucoup aux années 60, en tout cas, quand j'étais aux Beaux-Arts. Et d'un seul coup, même dans les pratiques, il y avait quelque chose qui était beaucoup plus lié au numérique, à l'instantané, au contemporain, au burlesque, puisque Montréal, c'est aussi un endroit... c'est le berceau du burlesque. Et j'ai eu pratiquement que aussi des professeurs qui m'ont vraiment poussée à être dans ce contemporain-là. Vous évoquiez aussi le fait que vous aviez eu accès à des modules spécifiques sur les sexualités et tout ça dans les arts et le spectacle, mais aussi que la question du genre traversait toute la pédagogie, et que ça, c'était pas quelque chose que vous trouviez en France. La conversation, bon là, ça y est, elle arrive en France. Mais qu'en tout cas, dans les moments de cours, voilà, la question du genre, elle a été constante. Je veux dire, c'était pas. J'avais un cours sur la représentation de sexualité au cinéma, mais après, dans tous les cours, il y avait des personnes transgenres qui pouvaient aussi parler par rapport à ce que. Enfin, en fait, les élèves sont là tout autant que les professeurs pour témoigner en même temps de la conversation qui est en train de se passer au sein même du cours, et sur du coup des questions de genre. Et où c'est pas juste un cours, c'est une thématique, c'est tous les cours, que ce soit photo, vidéo, c'est les cours que j'ai pris, performance. C'est une question qui a toujours été présente et qui, moi, d'un seul coup, enfin voilà, c'est l'Amérique du Nord, quoi. Surtout le Canada, où il y a les premières études. C'est le berceau, je trouve, pour moi. Je sais pas si je me trompe, mais et oui, ça c'était assez, je sais pas, explosif, on va dire, pour moi, d'être confrontée à ça. Et dans l'école, vous aviez évoqué le fait que
vous étiez venu aussi dans l'Ouest, c'était un choix parce que vous cherchiez du cadre. Oui. Oui, Donc je suis voilà, partie chacun du ses Sud, préjugés. Il y a aussi la question géographique dans les préjugés. Oui, non, je suis partie du Sud pour ça, parce que j'en avais marre du bordel, et je suis revenue parce que j'en pouvais plus de la structure. Oui, et en même temps, vous m'avez fait part aussi du fait que ça n'empêchait pas qu'il y avait une forme de frontière un peu compliquée entre de l'ordre de l'intime, de l'amical, de la fête et tout ça, entre les profs et les élèves, et dont vous disiez que c'était quand même le terreau de difficultés, en fait. Oui, moi, ça, c'est vraiment mon avis aux Beaux-Arts. Je trouve qu'il y a le rapport avec le corps professoral, il est très proche. Et c'est, je trouve, une chose très positive dans plein d'aspects. Et en même temps, ça crée des tensions qui sont plus du tout de l'ordre de l'enseignement, mais plus du personnel. Et ça crée des distances et des violences aussi, je trouve, compliquées. Je ne saurais pas régler cette histoire, mais je pense qu'il y a un juste milieu que je ne sais pas comment il pourrait être géré, mais comment on arrive à créer une atmosphère agréable. Mais dans le travail, moi qui travaille beaucoup avec des personnes dont je suis très proche, à quel moment il y a cette frontière-là? Sauf que dans le milieu de l'école, il y a quand même des gens qui vont nous donner des crédits, donc nous valider nos années. Donc forcément, ça crée une position de pouvoir. Là où des relations du coup, qui sont nouées d'amitié entre professeurs et élèves vont du coup froisser cet endroit-là. Donc je suis un peu en dualité avec ça, parce que je trouve ça quand même très appréciable, une atmosphère d'école d'art où justement il y a une proximité, où on appelle les enseignants enseignantes par leur prénom. Enfin, ça crée moins de distance et du coup du partage et de l'intime dont on a quand même besoin. Bon, je suis pas pour que ça se devienne complètement aseptisé, mais je pense qu'il y a des rapports à revoir, en tout cas des distances qui peuvent être parfois plus bénéfiques qu'autre chose. Un vrai travail à engager sur les questions des possibilités d'emprise, et je crois que c'est un chantier qui est un peu initié aussi par le ministère de la Culture sur la réflexion, je pense, qui là concerne davantage les métiers de l'enseignement, que eux et elles doivent réfléchir et être mieux formés sur la question des mécanismes de domination, parce qu'ils sont à des endroits où ils ont le pouvoir par rapport aux étudiants. Bon, je veux m'arrêter là pour cette fois-ci, parce que sinon on va aller trop loin. Edith, vous brûliez d'impatience de raconter, de démarrer au début de votre parcours. Je vous ai contrarié. Moi, je suis plutôt chronologique. Alors, reprenons la chronologie. Qu'est-ce qui fait que Edith Amsellem, aujourd'hui, vient de produire dans les 10 dernières années 4 projets féministes? C'est quoi l'histoire qui amène à ça? Même l'histoire, ça ne veut pas dire que c'est linéaire. Hein. Parce que 42 ans, la première pièce. Allez, on va essayer d'identifier des éléments clés. C'est un long chemin. Comment dire, enfin, il ne faut pas faire psychothérapie non plus quand même. Hein. Non, mais moi j'ai grandi dans un milieu plutôt aisé, juif séfarade. Donc je ne sais pas si vous voyez La vérité si je mens, c'était un peu comme ça chez mon père, quoi. Donc c'est ce que je vais dire des trucs, mais les gens ils évoluent. Mais je me souviens quand j'étais petite, ils me disaient ma chérie, si tu veux réussir ta vie, il faut te marier avec un médecin ou un avocat. Mais à mon frère, il lui disait soit médecin ou avocat. Donc ça commence comme ça. Non mais c'est quand même. Donc voilà, ça commence comme ça. Et puis après, c'est un milieu où on va pas au théâtre, on va un peu au cinéma, mais on lit pas. Donc la culture, c'était pas du tout là. Et un peu comme plein de gens, moi, c'est l'école. Hein. C'est l'école de la République. C'est l'école, c'est l'école. Une professeure de français, une professeure de philo, qui m'ont un peu pris sous leurs ailes et qui m'ont donné un peu plus à manger, je pense, que les autres, parce que j'en avais trop besoin et que j'étais affamée. Et des déclics dans la littérature. Et puis après, j'ai commencé à aller au théâtre. Et puis c'est parti, quoi.
Puis après, des mondes se sont ouverts où je me suis dit, mais en fait, ces inégalités que je sentais, parce que je me sentais faible d'être femme dans ma famille, comme si j'avais pas tout ce qu'il fallait, moi. Enfin, j'avais l'impression que j'avais pas tout ce qu'il fallait. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que on pouvait penser le monde autrement, et je me suis engouffrée là-dedans pour aller vite. Et ça a été perçu comment ? Par la famille ? Mal. Je laisse la pas question mal. ouverte. Côté maternel, pas très bien. Côté paternel, non, côté paternel, sur la fin, plutôt fier. Sur la fin, ça veut dire sur quoi ? la fin de sa vie, parce qu'il est décédé depuis. Mais sur la fin de sa vie, je trouve que. Et vous en étiez où à ce moment-là ? Comment ? Vous en étiez où, vous, à ce moment-là ? J'avais déjà fait 2 spectacles. Voilà. Mais quand même, non, c'est vrai. Et vous aviez eu raison. Oui, j'ai eu raison. Et à quel moment la professionnalisation ? Parce que des femmes qui ont des pratiques artistiques, en France, c'est pas trop un sujet. Les femmes ont des pratiques artistiques, les filles ont des pratiques artistiques. Elles sont pas absentes de ça. Moi, je suis pas du tout le bon exemple. C'est ce que j'ai expliqué. Du jour où j'ai commencé à être interprète, dans l'année, j'ai eu mon statut d'intermittent que je n'ai jamais perdu depuis 30 ans. Donc, j'ai beaucoup travaillé comme interprète, et ensuite ma première pièce, je l'ai fait avec 0 argent et que des amis. Elle a vraiment marché très vite. Et vous aviez quel âge à ce moment-là ? 42. Mais en tout cas, je pouvais pas avoir de l'argent on donne pas de l'argent comme ça à quelqu'un qui n'a pas. Enfin, il fallait que je fasse mes preuves, je pense. Mais après, là, depuis 10 ans, depuis 8 ans. Ça allait vite quand même pour arriver à avoir des financements et de la reconnaissance et de tourner et de voilà. Donc je me sens plutôt à l'endroit de la reconnaissance et de la professionnalisation et même en termes de salaire, je me sens pas du tout comme les plasticiens par exemple. On est très bien lotis nous. Non mais c'est vrai, il faut le dire. Vrai. Le régime de l'intermittence, oui, il fait une grande différence pour les artistes du spectacle vivant. Pour les intermittents qui travaillent. Sinon, c'est quand même très, très précaire. Mais il faut beaucoup travailler. Et il n'y a pas du travail pour tous les gens qui veulent être intermittents, de toute façon. Et c'est quoi ce qui fait le passage à la mise en scène, enfin à l'écriture et la mise en scène ? Moi, je crois parce que vous auriez pu rester interprète. Bien sûr, mais j'avais envie de ça depuis le début. En fait, j'étais interprète à défaut parce que je pensais que je devais être au service d'un homme. De toute façon, j'ai été dirigée essentiellement par des hommes avant, 2 femmes, mais c'est que je me suis mis à l'endroit où je pensais qu'il fallait que j'aille pour pouvoir évoluer dans le monde du théâtre. Mais sauf que à chaque pièce, j'étais jamais d'accord. J'étais toujours celle qui se mêlait tout parce que en fait, j'avais envie d'avoir un regard sur faire. J'avais envie de faire des spectacles. J'avais pas envie de jouer dans des spectacles. Aujourd'hui, vous jouez plus vous ne jouez pas dans les vôtres. Non. Non, mais je vais faire la voix off, je vais faire un petit truc, je vais faire une traversée. Non, mais je ne veux pas jouer, je veux plus jouer. Et à quel moment, et s'il y en a eu d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit, ça change quelque chose que je sois une femme, en positif ou en négatif ? Recherche de financement, par exemple. Après, c'est toujours pareil. Pour chercher des financements, ça se construit. C'est-à-dire que les gens qui m'ont accompagné au début m'accompagnent toujours aujourd'hui. Et puis à mesure, les gens se rajoutent sur la route. On fabrique une espèce de famille qui nous soutient. Avec certains, je sais qu'il y a certains directeurs qui ont un rapport paternaliste à moi. Ça m'agace. Mais c'est comme ça. Alors, je joue pas à ce jeu-là, je fais un peu ma rebelle, où je dis un peu non mais tu me parles pas comme ça, j'essaie d'activer des choses, mais je sais qu'avec machin j'ai un rapport paternaliste, je joue un peu à ce jeu-là, tout en essayant de rester vigilante parce que il y a encore il y a beaucoup d'hommes qui dirigent des théâtres, vraiment beaucoup.
Mais justement, comment votre premier spectacle, c'était sur les liaisons dangereuses, pardon, j'arrive plus à le dire. Vous l'avez fait avec rien, donc vous avez eu personne à convaincre. Je l'ai fait avec rien et en allant, on le fait avec rien. On a un petit quelque chose qui n'est pas tout à fait fini. On le montre à quelques professionnels parce que ça faisait quand même des années que je travaille. Donc j'ai invité des gens et les gens, ça leur a plu et puis ça s'est fait comme ça, tout doucement. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas répondu du tout à la question. Mais si. J'ai l'impression que vous m'interrogez toujours. Est-ce que c'est ça ma bonne réponse? Mais il n'y a pas de bonne réponse. C'est la vôtre. Non, je me dis, est-ce que c'est ça que vous attendez suite à la longue conversation qu'on a eue ensemble? Oui, non. oui. Et après, parfois, vous avez eu la dent plus dure quand on n'était que toutes les deux. Mais c'est votre. Peut-être que, voilà, c'est la circonstance ou alors où on l'a pas 2 fois de suite, la dent dure, à différents endroits. Puis il y a des contextes de parole. Voilà, c'est ça. Je me sens pas super libre de dire des trucs. Voilà. Si, une question. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes les soutiens publics que vous avez, ils sont plutôt, est-ce que c'est que des femmes qui vous produisent ou est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes? Parce que comme vous faites des projets qui sont quand même assez engagés dans leurs propos, en particulier là, je pense à celui autour du conte du chaperon rouge. J'ai peur quand la nuit sombre. Oui, est-ce que ça fait peur? Ben non. Moi, je trouve que il a quand même été programmé, je sais pas combien de fois. Il a fait le. Oui, mais avant ça. Quoi? Comment avant d'arriver à être programmé. Comment il a été financé? C'était. Après, c'était facile parce qu'il y en avait déjà eu 2 avant et que le projet dans la forêt qui joue en boucle, les gens... Enfin, non, ça s'est fait, ça s'est fait très bien. Alors, je vais vous faire parler d'autre chose, justement, dans ce projet. Vous avez un seul acteur qui est un danseur. Et vous m'avez dit, donc il n'y a qu'un homme dans cette pièce, c'est un danseur et il est féministe. Mais ça n'a pas toujours été facile. Non, pas du tout. Et pourquoi donc? En fait, dans ce spectacle, c'est une communauté, c'est une famille de femmes, la mère, la grand-mère et 2 chaperons rouges. Donc c'est une famille de femmes à qui je donne la parole. Elles n'ont de cesse que de parler pendant 2 heures de spectacle de toutes les étapes de la vie d'une femme. Et au milieu de tout ça, j'ai mis un loup qui est un danseur, chorégraphe, performeur, qui n'a pas le droit de parler. Donc c'est 2 heures où 2 heures on a décidé que les femmes parlent et puis c'est tout, et puis lui ferme sa gueule en fait. C'est comme ça. Et non mais vraiment c'était une envie d'avoir un territoire comme ça. Et lui par moment il ne supportait pas d'incarner cette figure du mal et du mal parce qu'il joue les pervers, il joue des archétypes du mal dominant et c'était dur pour lui. Et d'ailleurs, on a eu, à chaque fois qu'on reprend ce spectacle, j'ai besoin de lui réexpliquer que dans ce spectacle féministe, il joue le mal. Et puis, il faut qu'il assume parce qu'il nous aide. Oui, puis il n'y aura pas d'issue heureuse. C'est ça qu'il attendait, d'avoir un moment un peu salvateur. Il voulait dire, en fait, il voulait à la fin dire, ouais, mais moi, je ne suis pas comme eux. Et je lui dis, ben non. Merci, Edith. Nathalie, pourquoi donc vous êtes mis tout ça sur le dos alors que vous auriez pu rester prof de piano et pianiste? Et je ne dis pas ça du tout de manière dévalorisante, ni pour l'un ni pour l'autre. Mais quand même, c'est quoi ce chemin? Oui. C'est un long cheminement parce qu'en fait, j'ai commencé le piano à 4 ans et demi et c'est mon père qui m'a proposé de faire du piano. Et puis, quand on a 4 ans et demi, on dit OK et puis on trouve le piano sympa. Mais en fait, ça a été un long cheminement pour que... En fait, c'était son propre désir et il fallait que je le transforme en mon propre désir aussi. Donc, ça a été des études un peu laborieuses, dans une éducation stricte et sévère aussi.
On est fin des années 60, début des années 70, donc quand même aussi une façon d'enseigner encore à la dure. Et au fur et à mesure, j'ai fait des études de conservatoire et puis d'université aussi, jusqu'à la licence de musicologie. Et j'ai fait le parcours normal d'une musicienne, c'est-à-dire que je suis devenue prof. Donc je suis devenue prof. Et en même temps, je faisais aussi une carrière de concertiste. Et j'avais la double casquette. Et après un long travail personnel, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à dire que j'étais pianiste. Je disais que j'étais professeur de musique, je m'excusais d'être pianiste. Donc ça a été long pour dire, oui, en fait, je suis pianiste et aussi professeur. Mais ce que j'aime, c'est jouer et me produire en concert. Donc il y a eu un cheminement pour assumer le rôle de pianiste. Dire aussi quand même que je pratique un instrument qui en impose par lui-même, donc j'ai pas subi de jugement où on prend plutôt un garçon ou on prend plutôt une fille. C'était le piano. En tant qu'interprète, j'ai pas eu de problématique comme ça. Et ensuite, j'ai démissionné de mon poste de prof pour créer ma propre compagnie. Donc pareil, je suis repartie à zéro. Vraiment à 0, puisque j'ai été salariée et c'était plutôt tranquille. Et donc, je suis repartie à zéro. J'ai créé ma propre compagnie pour faire mes propres choix artistiques et choisir les personnes avec qui j'avais envie de travailler. Mais je disais que je n'ai pas eu de difficultés en tant qu'interprète, mais j'ai eu d'énormes difficultés en tant que directrice artistique. Et là, le cheminement a été encore très, très long. Déjà, vous avez mis du temps à le dire que vous étiez directrice artistique. Et j'ai mis du temps à dire que j'étais directrice artistique. Donc en fait, j'évolue. J'ai été prof, j'étais pianiste et maintenant je suis directrice artistique. Je ne sais pas où je vais aller après. Voilà. Mais, et puis juste par rapport à l'éducation, je vous parlais d'éducation stricte, mais ce qui était très compliqué pour moi, c'est que un père très macho, et en même temps, il m'a dit que le plus beau métier, c'était de vivre de son art. Donc j'avais une liberté immense devant moi aussi. Et en même temps, dans un cadre très qui me coinçait parce que voilà, le garçon, la fille, mon frère, ma sœur, moi. Mais voilà, vivre de son art, c'est le plus beau métier du monde. Donc après, il faut faire avec ça aussi. Voilà. Et après, sur le féminisme, ça a été des rencontres. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment les jeunes à faire des rencontres. J'ai eu la chance de... Alors, en musique, je n'avais pas de modèle auquel m'identifier. Donc, je me suis cramponnée à des images plutôt de peintres ou d'écrivaines. Donc, oui, il y avait Duras. C'était l'époque de Camille Claudel. Je regardais ça. Je me disais, mais en fait, une femme peut vivre de son art. Suzanne Valadon. Je me cramponnais plutôt dans les autres arts que dans le domaine de la musique. Donc ça m'a aidée. Des rencontres aussi, des gens militants que j'ai rencontrés, que j'ai côtoyés, qui m'ont ouvert aussi les yeux sur le féminisme. Et puis ensuite, ce qui a été important, j'ai eu la chance de rencontrer un très grand, moi aussi je dis maître, il se perd ce mot en français, je trouve que c'est très dommage. Donc j'ai eu un maître, un pianiste américain, et je lui disais que je voulais travailler sur des compositrices, que c'était très compliqué pour monter, dans les années 2000, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui, de monter des programmes de compositrices, je mettais un temps fou. Et en fait, lui, il avait tout un répertoire aux États-Unis, il y avait plein de compositrices, et il m'a fait découvrir plein de compositrices aussi comme ça. Et puis, voilà, il y a plein de choses qui ont fait que je suis devenue féministe musicienne ou musicienne féministe, peu importe l'ordre. Mais il y a des mots qui m'ont marquée. Et par exemple, je vous ai donné l'exemple suivant, c'est que quand j'étais petite, je passe un concours et on me dit que j'ai un jeu masculin. Et j'ai trouvé ça très étonnant. Je ne savais pas s'il fallait dire si c'était un compliment ou si c'était que je joue comme un mec et que je suis un garçon manqué pour le coup. Donc pour moi, ça a été très compliqué, ça. Et je l'ai toujours en tête, cette phrase que j'ai un jeu masculin, parce que moi, ce que j'avais envie de travailler, c'était la palette sonore, de l'infini délicat à la masse sonore.
Et j'aimais travailler ma puissance physique pour jouer de la puissance au piano. Donc voilà, il y a cet exemple-là. Et puis au niveau de l'enseignement aussi, je me souviens que quand j'étais au Conservatoire de Marseille, il y avait un directeur, Pierre Barbizier, qui a marqué ô combien les esprits, tant par son talent que par sa personnalité. Mais je me souviens qu'il n'y avait que des femmes profs. Et un jour est arrivé un homme, il s'appelait Pierre Pradier. Alors, il était assez charmant, donc on était toutes comme ça devant lui. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, il y a un homme qui est prof. C'était l'inverse, en fait. Il y a un homme qui est prof au conservatoire, il n'y a que des femmes. Et je me suis dit, c'est bien. Et après, voilà, c'est des choses qui m'ont marqué sur la présence des hommes, la présence des femmes. Puis après, par engagement, j'ai créé un festival en 2009, et c'est là que j'ai rencontré Rennes, les rencontres autour de la création au féminin. Et Edith, tu avais participé à ce festival. Et j'avais fait pareil, des tables rondes, des rencontres, des projections de films. J'avais travaillé avec des plasticiennes, mais en 2009, il n'y avait aucune écoute là-dessus. Aucune écoute. Donc ça a duré 3-4 ans, le prenait sur les fonds propres de Piano & Co, et puis ça s'appelait Piano et Compagnie à l'époque, puisque là on s'est internationalisé, mais on prenait sur les fonds propres de la compagnie et on n'a plus pu tenir. Donc je dis tant pis, et je vais faire passer mon engagement autrement, donc monter des programmes moi de compositrice, de faire des créations de compositrices, travailler avec du répertoire de compositrices du 19e, voilà. Le cheminement, et là voilà, direction artistique. Et alors quand j'ai fait toutes ces programmations, que j'ai choisi les gens avec qui travailler, j'ai hésité à me mettre dans cette table ronde. Je sais bien. Et je me suis dit, mais pourquoi? J'ai ma place aussi. Je peux m'autoriser à être là parce que j'ai des choses à dire, en fait. Mais toute notre vie, je pense, on s'excuse tout le temps. Et là, je suis bien à ma place, en fait. et j'ai des choses à dire, et je trouve que c'est important de dire, d'assumer les places. C'est ça aussi, notre engagement, c'est d'assumer une place et de la défendre. Donc ça, j'y ai pensé hier. Je l'avais écrit, je me suis dit, mais en fait, je m'excusais un peu d'être à cette table. Ben oui, on l'organise avec l'équipe féminine, ces rencontres cette semaine. Mais bon, je me mets là, et je ne sais pas si, pardon messieurs, mais je ne sais pas si un homme se serait posé la question, en fait. Moi, je peux vous dire que la plupart du temps, non. Parce que c'est un des grands dilemmes des médias, mais des organisateurs et organisatrices d'événements, c'est que c'est pas pour les dédouaner, mais souvent, ils et elles doivent mettre beaucoup plus d'énergie à convaincre des femmes à venir au plateau que quand ils et elles invitent des hommes. Ça, c'est sûr. On n'y est pas encore. Et je sais plus qui est-ce qui disait, les femmes gouvernent, mais souvent plutôt dans l'ombre. Et les hommes représentent. C'est vous qui dites ça dans votre essai, Rennes? C'est Geneviève Fraisse. C'est Geneviève Fraisse, oui. Qui dit... C'est Geneviève Fraisse qui, effectivement... Geneviève Fraisse, donc grande philosophe et historienne du féminisme, qui par ailleurs a été députée européenne et déléguée aux droits des femmes. Mais bon, elle est essentiellement philosophe. Et elle remarque qu'effectivement, autant sur le fait que des femmes ont pu être nommées ministres bien avant qu'il y ait un nombre à peu près correct de femmes élues à l'Assemblée nationale. Et elle dit effectivement, les femmes peuvent être admises à gouverner, mais pas à représenter. Et souvent dans les structures culturelles... Le numéro 1 représente, et c'est un homme, et la numéro 2 gouverne à l'intérieur, fait marcher la boutique et la maison, n'est-ce pas? La maison, exactement, la maison. Pour l'avoir expérimenté moi-même pendant de nombreuses années, je vois très bien de quoi il s'agit. Je veux juste dire quelque chose encore, puisque j'ai dit que j'assumais ma place, je vais encore dire des choses. Moi, j'ai du mal à assumer la mienne. Là, cet après-midi, c'est pas facile. Non, mais juste par rapport à la difficulté d'être directrice artistique, j'ai eu beaucoup de difficultés à diriger des hommes, que ce soit dans les spectacles ou dans les créations. Et je pense que ce qu'on développe aussi, c'est l'adaptabilité et la sensibilité. Je sais que moi, il y a des choses que je n'ai pas pu dire de la même façon à des hommes dans des spectacles qu'à des femmes. Parce que je ne pouvais pas y aller directement. Je tiens le cas que c'était un homme qu'il fallait qu'il montre
qu'il était là et qu'il fallait que pour obtenir ce que je voulais, il fallait que je fasse autrement, que je contourne un petit peu. Et juste pour dire que au niveau structuration et au niveau financement, Piano & Co, on a mis 20 ans à être conventionné. C'est très long. C'est très long parce que j'ai eu affaire à de nombreux obstacles. Et là, je remercie Rennes. Je ne rentrerai pas dans les détails de ce qui s'est passé. Mais Rennes m'a dit, ne lâche jamais, c'est jamais acquis. Et grâce à ce conseil, j'ai pu vérifier. Et donc, en effet, il faut toujours se battre en tant que directrice pour obtenir ce qu'on veut et qu'on peut vite le perdre, quoi. Voilà. Bon, je confirme, puisque tous les chiffres montrent que les statistiques progressent en faveur des femmes sur le financement, les aides publiques aux projets, un peu à la structuration, mais qu'elles sont complètement dans les choux, laissées dans les choux sur les conventionnements durables qui donnent une assise pérenne à leurs projets et qui leur permettent de changer un peu d'échelle, quoi. Je suis désolée, je suis obligée de vous dire qu'on s'arrête là parce que je voudrais quand même que Rennes ait 5 minutes ou 5 ou 10 minutes pour réagir face à après tout ce que vous avez évoqué. Je vous laisse la parole, Rennes. C'est compliqué parce que c'est extrêmement riche et on aurait envie de continuer. D'avoir une conversation jusqu'à minuit, mais ça ne va pas être le cas. En particulier sur ce que nous apporte Shadi dans la comparaison entre la France et l'Iran. Bon, alors je vais la dernière question, est-ce que je suis féministe ou pas, m'amène à ce sur quoi je voulais intervenir en priorité, qui est la question de l'engagement. Alors, je crois qu'il y a une première chose, si on n'est pas féministe, on est anti-féministe. Donc la question, elle est rapidement réglée. Voilà. De même, sur cette question de l'engagement, curieusement, on réunit des femmes, on leur demande comment elles sont engagées. Alors, laissez-les vivre. On n'est pas obligé d'être engagé parce qu'on est une femme. Sauf que toujours Geneviève Fraisse nous dit les femmes, elles sont bien obligées, inventent d'autres stratégies, d'autres formes, d'autres esthétiques. Alors, elle le dit beaucoup mieux, je n'ai pas la citation exacte, mais c'est ça. Elles sont bien obligées. Alors, moi, je voudrais dire aussi que, de toute façon, comme qui n'est pas féministe est antiféministe, mais de la même manière, je dirais que tout art est politique. Et alors, ceux qui font de l'art pour l'art ou de l'art pas engagé, ils nous proposent des représentations qui sont des représentations qui figent le monde dans un état qui n'est même pas celui du réel. Un exemple, quand je travaillais sur mes premiers rapports, je posais la question, on l'a dit tout à l'heure, tous les types de discrimination sont articulés. Donc je posais à certains metteurs en scène la question, mais enfin, pourquoi dans un rôle tout bête de père de famille, on ne voit jamais d'acteurs noirs? Mais enfin, ça fait signe si l'acteur est noir. Donc, dans la tête de ces grands metteurs en scène, grands artistes, comme on l'a vu, des pères de famille noirs en France, ça n'existe pas. Donc, ils ont quand même une vision, on l'a dit tout à l'heure, ils ne sont pas au courant des mutations contemporaines, mais enfin, ils ne sont juste pas au courant non plus de l'état de la société, puisqu'ils nous offrent des représentations qui sont extrêmement racornies, fruit d'imagination, pas très imaginative, je dirais. Donc, moi, je rêverais qu'on ait des rencontres et qu'on demande à des metteurs en scène de nous parler de leur engagement pour le maintien des inégalités, des discriminations, parce que c'est à ça qu'ils travaillent quand même. Certaines femmes aussi, d'ailleurs. Et puis certains hommes travaillent à l'inverse. Donc je crois que tout ça, c'est aussi des questions de stratégie. Ça, c'est en regard à ce que vous disiez aussi sur les différences. Bah oui, en Iran, les femmes sont autorisées à travailler si elles sont entre elles. En France, elles revendiquent d'être entre elles, mais c'est une question de stratégie. C'est-à-dire qu'à un moment,
les personnes stigmatisées ont besoin de se retrouver entre elles pour affiner leur stratégie et pour pouvoir se renforcer. Et s'agissant de femmes, donc, ça a été dit plusieurs fois ici, travailler entre femmes, c'est aussi une façon de créer, j'ai entendu créer des réseaux de femmes. Mais tout le fonctionnement de la culture fonctionne sur des réseaux masculins. Ils se mettent le pied à l'étrier les uns les autres. Et alors, vous avez quand même été toutes assez gentilles. Je veux bien que le contexte ne permette pas de dire les choses. Alors moi, je vais les dire pour vous. Les critères qui permettent d'accéder à des subventions, qui permettent d'accéder à des coproductions, sont des critères où fonctionnent complètement des biais de genre. Pour le ministère de la Culture, pour subventionner, il va se fier à quoi? Alors d'abord, déjà, sûrement pas à des critères objectifs. Ça, régulièrement, les inspections du ministère de la Culture, parce qu'il y a des inspecteurs et des inspectrices qui inspectent la création. Ils se réunissent régulièrement en disant, bon, on va quand même arriver à définir des critères objectifs pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est de qualité ou ça ne l'est pas. En général, au bout de 3 réunions, on arrête parce qu'on n'y arrive pas. Donc, ça ne marche pas sur des critères objectifs, ça marche sur des réseaux. Voilà. Et les réseaux, ils sont tenus par des gens qui se ressemblent tous. On l'a vu quand on a abordé les chiffres. Donc, il y a des espèces de passation de pouvoir entre soi. Et il serait temps, effectivement, que les gens qui ne font pas partie de cet entre-soi réduit, bon, pour le dire vite, des hommes blancs, cis, je ne sais pas quoi, généralement hétéros, pas toujours, mais enfin, etc., qui est une catégorie. Et bien sûr qu'il y a des gens qui ressemblent à ça et qui fonctionnent autrement et qui ne sont pas vraiment dans la catégorie. J'ai entendu dire dans un jury de présélection au sein du ministère de la Culture où moi j'assistais, c'était quand je préparais mon premier rapport, j'assistais, alors on prend des listes de noms, alors non, là on ne connaît pas, donc on ne présélectionne pas, lui, ah ben non, il est trop gentil. Alors, il y a quand même quelqu'un qui a dit « Ah bon, c'est un nouveau critère, ça. Être trop gentil, ça empêche de diriger une maison. » Bon, à dire à quel point on est fabriqué par des automatismes absurdes. Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la vigilance absolument nécessaire pour sortir de ces contraintes. Alors, j'ai noté 2-3 choses sur lesquelles je voulais revenir parce que, justement, j'en traite dans mon livre. La question des représentations. Donc, vous disiez, vous montez des spectacles, il y a que des personnages de femmes, eh bien oui, un peu d'air, quoi. Et là, du coup, on est dans quelque chose d'entièrement nouveau. Parce qu'au théâtre, les personnages, c'est des hommes, essentiellement. Les femmes étant rabattues sur des spécialités. Mais la norme est masculine. Alors, c'est aussi bien le héros, mais c'est le personnage ordinaire qui est masculin. Et alors, quand on veut vraiment des personnages d'exception, éventuellement, ce sont des femmes. Alors, quand tout d'un coup, il n'y a plus que des femmes sur le plateau, là, je pense qu'on est réellement dans l'invention, et c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais dans quelque chose qui approche quand même de la création, de choses qu'on n'a pas encore vues sur les plateaux. Donc là, il devrait y avoir quand même une prime voilà un critère, me semble-t-il, qui devrait faire que vous soyez fortement subventionné. Parce que ça, c'est objectif. Hein. Et plus que des femmes sur le plateau, on n'a jamais vu ça. Donc, voilà. Voilà. C'est aussi... je voudrais signaler un petit livre qui est absolument formidable dans cette idée-là, qui s'intitule « Je suis une fille sans histoire ». C'est Alice Zeniter, romancière, mais qui tout d'un coup a écrit ce tout petit livre, et où elle raconte qu'effectivement, non, il n'y a pas d'histoire où c'est des filles. Donc, il faut bien les inventer. L'autre chose qui me paraissait importante, et c'est aussi Opal qui en a parlé la première, la distinction entre l'artiste et l'artisan. Ça, c'est quand même une invention. Alors, sur laquelle moi, j'ai été alertée au Japon, dans un très grand musée. À l'entrée du musée, il y a un panneau à destination des visiteuses, je parle toujours au féminin, n'est-ce pas,
mais ne vous sentez pas exclus, messieurs. Donc, de la visiteuse occidentale. Ici, nous ne faisons pas de différence entre l'art et l'artisanat. Je renvoie dans mon livre, mais comme je n'ai pas le livre, il y a une citation de Baptiste Morisot qui raconte dans un domaine un peu différent, celui des sciences, l'invention de l'expertise, l'invention de l'expert. Et bien, dans le domaine des arts, un jour aussi, comme ça, on a commencé à faire signer les œuvres, effacer les signatures des femmes. Vous verrez très souvent dans des périodes où justement les œuvres n'étaient pas signées, parce que les œuvres étaient fabriquées en collectif, dans des ateliers. Et un beau jour, on a décidé qu'on allait signer. Je pense que c'est le début du malheur. Et on a beaucoup d'œuvres de l'époque où ce n'était pas signé qui sont attribuées à... Alors, elles sont toujours attribuées à des hommes, je peux vous assurer. Je renvoie à quelqu'un qui est très, très forte sur ces questions-là, que vraisemblablement, souvent, ces œuvres attribuées tardivement à un homme ont bien pu être réalisées par des femmes, par une femme. Donc, je renvoie là à un site intéressant qui s'appelle « Si, les femmes existent », qui a été monté par Anne Monteil-Boer, qui est quelqu'un de extrêmement au courant du fait que des femmes artistes, intellectuelles et plus largement des femmes remarquables, il y en a depuis très très longtemps. Une des sources, c'est Christine de Pisan, 1405 je crois, La Cité des Dames, qui nous raconte toutes les artistes et femmes remarquables qui ont existé avant elle. On peut citer aussi le dernier essai de Titu Lecoq, Les Grandes Oubliées, qui, pour entrer dans le sujet, nous permet d'avoir... en tous les cas, de comprendre les mécanismes. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que la présence des femmes est extrêmement récente dans les arts et la culture. Voilà. Et donc, je crois que je vais conclure comme ça pour en arriver à ce phénomène actuel, parce que les résistances sont fortes et voire violentes. Et un de ces modes de résistance, c'est l'invention en France de la dénonciation de ce qu'on appelle la cancel culture, qu'on se garde bien de traduire. Et on fait, c'est un épouvantail. Alors qu'est-ce que c'est que ces gens qui vont mettre des bombes et nous supprimer tout le répertoire des grandes œuvres du passé et du présent que nous devons, bien sûr, à des hommes blancs. La cancel culture, ça vient avec... donc c'est cette idée on va supprimer, on va nous supprimer. Non, mais si on le traduit... Alors, moi, j'ai écrit un petit texte là-dessus. J'ai traduit par la culture de l'effacement. Et puis, quelques jours après, j'ai vu Laure Murat a sorti un livre qui s'appelle « La culture de l'annulation ». Qui est effacé de l'histoire des arts et de l'histoire en général, si ce ne sont les femmes et toute personne à qui nous ne devons pas les grandes œuvres du passé. Donc voilà, je crois que le combat n'est pas fini. D'ailleurs, il finira jamais, on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est extrêmement important que si on n'arrive pas à la grande révolution à laquelle nous invite Pierre Chauderlot de Laclos, qui nous a écrit quelque chose comme « Il faut se souvenir que les changements ne sont jamais arrivés sans une grande révolution », mais il s'adresse aux femmes en disant « Cette révolution est-elle possible ? C'est à vous seules de le dire ». Alors, en attendant la grande révolution, moi j'invite vraiment à la guérilla, à chaque instant, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entend, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on subit éventuellement. Voilà, jusque dans des actes minuscules. Merci Irène. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je remercie surtout nos 4 invités, Opal Mirman, Edith Amselem, Nathalie Negro. Merci Irène. Merci à vous.